Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos. Bonjour Sophie Prima. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de Vous votre êtes invitation. porte-parole du gouvernement, un gouvernement qui fête aujourd'hui ses 100 jours et que vous avez cette semaine qualifié gouvernement d'assemblage, sémantique viticole très parlante au vu des positions très différentes en fonction des ministres qui prennent la parole, en particulier sur le dossier algérien, mais aussi sur le voile dans le sport, sur les retraites. Nouvel exemple encore aujourd'hui sur la laïcité avec Madame Borne qui s'explique dans Le Parisien. Cette polyphénie, comme vous le dites, peut-elle encore tenir ? 65% par exemple des Français pensent qu'on ne parle pas assez fermement à l'Algérie. Et avec le coup du conclave, ne risquez-vous pas une censure surprise venant peut-être de la gauche modérée, sur laquelle pourtant François Bayrou espérait compter. Nous évoquerons également le réarmement de l'Europe et donc la France face aux impérialismes dans un contexte encore tendu et incertain dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pour vous interroger ce matin, mes camarades Christophe Jacubizine des Échos. Bonjour Christophe. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Commençons par cette marche contre le racisme initiée par LFI hier. Cette marche qui n'a pas été un franc succès. 90 000 personnes à travers la France, 20 000 à Paris. Et l'image peut-être que l'on garde de cette manifestation, à part les interpellations diverses, ce sont ces drapeaux palestiniens partout. Comment est-ce que vous interprétez ce message ? Écoutez, je crois que d'abord organiser une marche contre le racisme, c'est une belle idée. Or, l'idée a été totalement dévoyée par ce que vous indiquez, c'est-à-dire par une manifestation qui est complètement phagocytée par un parti politique qui est à l'origine de la création, avec des personnes qui sont antisémites notoires. Et donc, je ne dis pas que les personnes qui ont défilé sont toutes antisémites, mais il y a une dissonance en réalité entre l'organisation, ceux qui se montrent dans cette organisation, les organisateurs et la réalité de la cause qui, je pense, n'a pas échappé à l'ensemble des Français. Et on part d'un appel à cette manifestation qui était elle-même une affiche clairement antisémite. Et vous avez raison. D'ailleurs, Manuel Bompard, à votre place, la semaine dernière, ici, disait « ça a été une erreur ». Ça a été une erreur, mais je n'ai entendu personne s'excuser. Je n'ai entendu personne s'excuser. Et donc je pense que... Personne dans la France insoumise. Personne dans la France insoumise dire... J'ai entendu du monde, dont Manuel Bompard, dire effectivement c'était une erreur. En revanche, je n'ai pas entendu d'excuses. Et il y a une telle dissonance. Il a dit que c'était une erreur d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. Il n'a pas dit que c'était une erreur d'avoir fait cette affiche. Donc pas d'excuses. Et donc cette dissonance, elle apparaît aux yeux des Français et je crois qu'elle est la raison pour laquelle cette manifestation n'a pas recueilli le nombre de Français souhaités. Quasiment au même moment, hier, à Orléans, à 13h30, un rabbin qui sortait de la synagogue s'est fait frapper à la tête et mordre à l'épaule. Ça va s'ajouter évidemment aux 1500 actes antisémites qui ont été recensés l'an dernier. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on s'attaque vraiment au phénomène ? Est-ce qu'on sanctionne plus fermement ? Est-ce qu'on revoit notamment la justice des mineurs ? Puisqu'en fait, apparemment, l'interpellé suspecté a 16 ans. Alors d'abord, aujourd'hui, effectivement, l'interpellé suspecté a 16 ans. Je ne connais pas le fond, bien sûr, puisqu'il vient d'être interpellé et donc l'enquête va commencer. Je voudrais dire que j'ai une pensée pour le rabbin, évidemment, que j'ai une pensée, évidemment, pour tous ceux qui se font agresser. Il y a une attaque tous les 3 jours. Antisémite. Donc c'est insupportable dans notre pays. Ça nous rappelle des heures vraiment sombres. Et on ne peut pas laisser continuer à se développer cet antisémisme. C'est la raison pour laquelle cette manifestation-là était vraiment particulière hier. Votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la délinquance des mineurs ? Il y a une proposition de loi de Gabriel Attal, poussée par Gabriel Attal, qui a été examinée à l'Assemblée nationale. Elle arrive cette semaine au Sénat. Et évidemment, le gouvernement lui apporte son soutien. Il faut effectivement que nous changions la loi sur les mineurs, évidemment. Mathieu Bocoté. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, par ailleurs, vous dites c'est très bien de faire une marche contre le racisme, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'antiracisme asymétrique? Parce que on fait référence à l'antisémitisme ici, mais aussi cette semaine, on a passé toute la semaine à nous expliquer, revenant sur les événements de Crépol, que le racisme anti-blanc était une impossibilité logique, une impossibilité théorique qu'il ne pouvait pas exister. Est-ce que refuser de nommer le racisme anti-blanc dans un événement comme celui-là ou dans d'autres, ce n'est pas aussi une faillite de l'antiracisme? C'est bien sûr une faillite de l'antiracisme. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines qui sont
avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non, c'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas, dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. Non, mais vous vous rendez bien compte, et Mathieu a raison d'insister sur ce point, qu'aujourd'hui, en France, le fait de parler de racisme anti-blanc, c'est un tabou. En tout cas, c'est pas le mien. Le racisme est universel. Il va vers tous les types de populations, qu'elles soient d'origine étrangère, qu'elles soient françaises, qu'elles soient blanches, qu'elles soient je ne sais quelle origine. Le racisme est le racisme. C'est la haine des autres et la haine de ceux qui sont différents. Par conséquent, je n'ai pas de pudeur à vous dire ça. Christophe Jacquemusine. On peut peut-être effectivement poursuivre sur cette semaine compliquée, comme vous l'avez effectivement expliqué, Pierre, avec tout ce melting pot d'opinions des membres du gouvernement, notamment sur le port du voile dans des compétitions sportives. On sait que la ministre des Sports a dit qu'elle n'y s'y opposait pas, qu'elle s'est pris une réponse assez ferme de ses collègues, notamment à l'intérieur et à la justice. C'est quoi la position du gouvernement sur ce sujet? Est-ce qu'il faut interdire le port du voile dans les manifestations sportives? On n'a pas très bien compris. La position du gouvernement, elle est extrêmement claire. Comme vous l'avez dit, le gouvernement est fait de personnalités différentes, issues de sensibilités politiques différentes. C'est l'ADN de ce gouvernement qui répond au manque de majorité totale à l'Assemblée nationale, évidemment. Et donc, il y a des nuances qui s'expriment entre les différentes personnalités. Donc, des nuances se sont exprimées au sein du gouvernement, mais la position a été tranchée par le Premier ministre. Nous soutenons donc le non-port du voile pendant les compétitions dans les fédérations sportives qui exercent des missions de service public. L'affaire est totalement engagée. Mais pourquoi est-ce que, dans ce cas, Mme Borne trouve le moyen, ce matin dans le Parisien, dans l'édition du dimanche, dire qu'elle n'a aucune leçon à recevoir sur la laïcité de la part de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau? C'est une forme de règlement de compte encore? Non. Vous n'en avez pas assez de jouer aux pompiers de service, de toujours essayer de concilier les uns et les autres? À la fois Gérald Darmanin et à la fois Bruno Retailleau se sont exprimés en disant qu'ils avaient un désaccord avec Marie Barzac. Mais évidemment, puisque nous sommes encore une fois de sensibilités politiques un peu différentes à l'intérieur du gouvernement. Le Premier ministre les a réunis, leur a dit qu'effectivement on pouvait exprimer des opinions et des sensibilités différentes, mais une fois que c'était tranché, chacun se respecte. C'est le cas, et c'est vrai qu'Elisabeth Borne n'a pas de leçon de laïcité à recevoir de personne. Elle s'est elle-même engagée quand elle était Première ministre sur cette question. Voilà, donc il faut fin de l'histoire, fin de la cour de récréation. Pour les dirigeants disent souvent qu'on a besoin de stabilité pour faire avancer le pays. De la même façon, les Français attendent peut-être du gouvernement un peu de stabilité. Là, c'est règlement de compte à hockey choral, toutes les 5 minutes. Vous savez, on doit tous s'habituer à ce gouvernement et à cette nouvelle situation politique. Il n'y a pas de majorité totale à l'Assemblée nationale. Et donc, ce qu'a fait le Premier ministre, c'est d'assembler à la fois des personnes qui ont beaucoup de personnalité. Gouvernement d'assemblage. Vous savez que ça donne une piquette généralement, l'assemblage. Pas forcément. Non, pas forcément. Et on a tous intérêt à ce que ça fonctionne. Donc le Premier ministre, il a pris des personnalités avec une forte expérience. On a quand même 2 premiers ministres dans ce gouvernement, anciens premiers ministres dans ce gouvernement. On a des personnes qui sont extrêmement expertes sur leur mission. On a des personnes qui ont des personnalités fortes. Bruno Retailleau a une personnalité, Gérald Darmanin a une personnalité forte et qui s'expriment. Mais au bout du bout, il y a un Premier ministre qui tranche, voilà, dans les débats et qui donne la ligne du gouvernement. Et une porte-parole du gouvernement qui éteint le feu. Eh bien oui, c'est mon rôle d'éteindre le feu et de donner la ligne du gouvernement. Il y a dû venir en uniforme des marins-pompiers de Marseille ou des sapeurs-pompiers de Paris. Mais bien sûr, mais c'est une difficulté. Pourquoi ne pas... Enfin, moi, je ne cache pas les difficultés. Bien sûr que c'est une difficulté. C'est une difficulté dans la compréhension qu'ont les Français. Mais tous, on doit s'habituer à cette nouvelle donne qu'il n'y a pas de majorité totale à l'Assemblée nationale. Et donc, nous devons faire avec. Mais au-delà de ces nuances qui se contredisent sans être contradictoires, vous parlez de la question de la laïcité, mais au-delà même de la laïcité, est-ce que la vraie question, c'est pas l'entrisme islamiste? C'est dans la présence du voile dans le sport. Il y a 30 ans, c'était quelques voiles à l'école.
l'école. Maintenant, c'est le voile partout, et notamment le voile partout dans le sport. Est-ce que c'est un signe pour vous, selon d'un changement de population, d'entrisme islamiste? Comment l'expliquez-vous, cette présence partout, cette présence générale? L'entrisme islamique est un sujet extrêmement important qui a été qui est combattu par l'ensemble, alors je vous dire, l'ensemble des personnes qui composent ce gouvernement. C'est un sujet de préoccupation très fort, en particulier dans le sport. C'est pour ça que cette proposition de loi de Michel Savin, le sénateur Michel Savin de l'Isère, est un signal très important. Nous voulons lutter contre l'entrisme. Est-ce qu'il sera suffisant? Bien sûr que non. Il va falloir davantage... Mais est-ce que le voile est un symbole, l'expansion du voile, est-ce que c'est un symbole de l'entrisme islamiste? Eh bien, ça ne l'était pas tout au début. Encore une fois, moi, dans ma partie des Yvelines qui agrège une population d'origine différente, je vis avec le voile, je vis avec un certain nombre de tenues vestimentaires issues de la diversité des populations depuis très longtemps. Donc vous ne diriez pas comme Jordan Bardella qu'à terme... Mais aujourd'hui, c'est vrai que la population française, la population républicaine qui est attachée au principe de notre République, s'interroge sur le symbole du voile parce qu'aussi on voit ce qui se passe en Iran, parce qu'on voit ce qui se passe en Afghanistan et que là on est dans un signal de soumission et d'effacement des femmes. C'est récent pour vous? Vous dites que ça n'a pas toujours été comme ça, c'est plutôt récent? Non, ça n'a pas été comme ça. Le voile n'a pas toujours été symbole de soumission en France? J'ai senti véritablement comme maire, comme élue locale, comme sénatrice de mon département, j'ai vu monter cela depuis une dizaine d'années de façon assez importante. Est-ce que vous diriez comme Jordan Bardella qu'à terme, il faudrait interdire le voile partout, y compris dans la rue? Écoutez, on a des principes dans notre République, et le principe de la laïcité qui était cher à Aristide Briand, qui est la liberté de culte. Et donc, à cette liberté de culte et de pensée et de conscience, on ne peut pas opposer une police du vêtement. En revanche, il faut protéger l'espace public, il faut protéger les lieux où l'on peut agir sur des populations, notamment qui sont en construction. Et je pense aux enfants, c'est l'école, c'est probablement effectivement le sport et notamment là où il y a des missions de service public. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement et l'invitée du Grand Rendez-vous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, en partenariat avec Les Échos. Et la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, donne une grande interview au Journal du Dimanche ce matin. Tout doit être fait pour l'éloignement systématique des prisonniers étrangers, dit-il. Ça rentre dans une des chiffres du ministère de l'Intérieur qui, pour la première fois, montre à quel point les étrangers sont présents dans la délinquance en fonction des différentes catégories justement de délinquance. Et Gérald Darmanin, dans une circulaire, appelle à repérer les détenus étrangers expulsables. Il serait 19 000. Je cite le ministre de l'Intérieur, j'ai tellement l'habitude qu'il a été ministre de l'Intérieur qu'il est maintenant ministre de la Justice. 19 000 détenus étrangers, soit 24,5% de la population. 3 068 ressortissants de l'Union européenne, 16 773 détenus hors Union européenne et, tenez-vous bien, 686 détenus dont on ne connaît pas la nationalité. Voilà. Et Gérald Darmanin dit, en fait, si ces gens étaient détenus dans leur pays, ça ferait un quart de la population en moins et donc plus de surpopulation carcérale. Sophie Primas. Oui, c'est d'abord la question de la surpopulation carcérale. Aujourd'hui, à cette question grave de surpopulation, parce qu'on n'a pas vocation à avoir des prisons qui sont surpeuplées avec des conditions de détention qui ne sont pas très dignes parfois, il y a deux options. Soit on se dit, il y a une partie de la population, et c'est ce que Gérald Darmanin dit ce matin... 82 000 détenus pour 62 000 places. Voilà, qui pourraient retourner effectivement exécuter leur peine dans leur pays d'origine, ou on construit des prisons. Donc c'est pas exclusif l'un de l'autre, mais dans un moment où on s'interroge sur l'utilisation de l'argent public, sur la disponibilité de l'argent public, je pense que c'est une piste qu'il faut regarder. Il n'y a pas d'exclusivité, il faudra construire des prisons, mais aussi il faut regarder comment on peut baisser la pression dans les prisons. C'est une piste. On n'enlèvera pas 20 000 prisonniers d'un coup. Il n'y a pas de baguette magique. Il va falloir travailler, il va falloir simplifier les procédures. Vous savez qu'à l'intérieur de l'Europe, il existe déjà la possibilité de renvoyer les prisonniers dans leur pays si ce sont des pays européens, de l'Union européenne, mais les procédures sont difficiles. Vous voulez dire chez nos voisins européens, oui, il y a des process qui sont déjà actés? Dans l'Union européenne, oui. Il y a des process qui sont déjà actés, qui permettent de renvoyer effectivement les prisonniers étrangers. Donc on doit s'en inspirer. En France.
Il faut simplifier. Donc, il y a une volonté de Gérald Darmanin de simplifier. Qui est allé en Italie, d'ailleurs, pour s'inspirer du process italien. Voilà. Et puis hors Union européenne, eh bien, on est toujours sur la négociation avec les pays d'origine pour effectivement qu'ils reprennent leurs prisonniers. Juste avant, on va demander à Arthur de nous remettre l'infographie avec les différentes catégories de délinquance parmi les étrangers à l'écran. Comme ça, je vais pouvoir les commenter également pour les auditeurs d'Europe 1. Si ça arrive, ça serait pas mal. Comme ça, on pourra avoir les étrangers mis en cause dans les crimes et délits en France. Ça va arriver dans un instant. Voilà. Cambriolage, 38%. Vol sans violence, 29%. Vol avec violence, 27%. Tentative d'homicide, 20%. Violence sexuelle, 13%. C'est le ministère de l'Intérieur qui sort ça. Est-ce que vous-même, même si vous êtes au gouvernement, est-ce que ça vous étonne, ces chiffres-là ? Non, j'entendais Georges Fenech sur votre plateau précédemment, ce sont des chiffres qu'on connaît depuis assez longtemps, en réalité. Dont acte. Mais est-ce que ce sont des chiffres qui confirment le lien souvent contesté entre immigration et délinquance? Ça ne veut pas dire que l'ensemble des immigrés en France... Personne ne dit ça. Non, mais je le précise quand même, parce que, voilà... Mais personne ne le soutient. Ce sont des pourcentages. Mais une fois qu'on l'a dit, est-ce que ça confirme qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, selon vous? Ça confirme le fait que dans un certain nombre de grandes villes où il y a une concentration très importante d'immigration, il y a une immigration qui tend à aller vers des actes délictueux comme ceux-là, aller jusqu'aux violences sexuelles, qui sont très importantes. Donc oui, ça confirme que parmi les étrangers, il y a plus de délinquants aujourd'hui que par ailleurs dans la population résidentielle. Mais ça veut pas dire... Enfin, moi, tous les émigrés qui viennent en France ne sont pas des délinquants. Mais personne ne dit ça. Je ne sais pas qui vous répondez. Je le précise. Prenons les cambriolages. Regardez, 38%, oui. Ça veut dire que, faites le calcul, ça veut dire que 62%, ce sont des non-étrangers. Donc personne ne dit ça, encore une fois. Ouais. Mais et représentent 8% de la population, à peu près, les personnes immigrées. Le chiffre est quand même éloquent. Voilà, mais c'est pas étonnant, puisqu'en fait, une partie de l'immigration, qui est une immigration... j'allais dire, sociale, de misère, de gens qui viennent et quand ils arrivent en France, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis, et c'est ce que nous ne cessons de dire, les conditions dans lesquelles aujourd'hui on accueille une partie de l'immigration qui n'est pas toujours une immigration qu'on a souhaitée, elles font en sorte que ces personnes sont mal intégrées, et quand elles sont mal intégrées, elles font l'objet aussi d'un harponnage, je ne sais pas comment on dit, hameçonnage, je ne sais pas comment on dit, mais de tous ces réseaux qui sont des réseaux... mais c'est une étrange logique. Si je comprends bien, globalement, si la France accueillait mieux ces populations, donc ils seraient moins portés vers la délinquance. Donc, à certains égards, c'est un peu la faute de la France s'il y a cette surreprésentation. C'est pas ce que je dis. J'ai dit que ça vient ajouter aux arguments qu'il faut qu'on maîtrise mieux notre immigration et qu'on accueille mieux la population qui vient en France. Les émigrés qui viennent en France pour travailler en France, pour s'intégrer, pour partager nos valeurs républicaines, vous les retrouverez pas en fait dans ces chiffres-là. En revanche, toute une partie des émigrés qui arrivent de façon irrégulière, qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à rentrer dans les valeurs républicaines, probablement que vous allez les retrouver dans ces chiffres-là. Et donc, Christophe. Ça appuie le fait qu'il faut qu'on maîtrise notre immigration mieux. Il y a un sentiment des Français, c'est qu'on n'applique pas forcément le droit et qu'en fait, on applique des règles et qu'elles ne sont pas forcément respectées. Regardez, il y a cette circulaire de Gérald Darmanin qui a été rendue publique vendredi, qui prévoit que les directeurs des prisons sont invités à lister en fait les détenus en situation irrégulière qui pourraient faire l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière. Pourquoi est-ce qu'on s'aperçoit effectivement que, là pour le coup, on est dans la légalité la plus totale, c'est notre droit, c'est notre loi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué aujourd'hui ? C'est un dysfonctionnement sur lequel Gérald Darmanin met le doigt aujourd'hui. Et dans sa volonté de trouver des solutions, il veut simplifier aujourd'hui, faire plus de liens entre les administrations. Vous savez, le travail qui est en train d'être mené à la demande du Premier ministre sur la réforme de l'État, où chacun doit se questionner sur les missions de l'État et chacun doit trouver des façons de mieux exercer les missions de service public, ça, c'est un exemple. C'est pas normal qu'on n'arrive pas dans les prisons à savoir la nationalité, le statut des prisonniers. Donc il y a des dialogues qui doivent se faire
entre les différents ministères et on doit pouvoir savoir effectivement qui est dans notre prison, de quelle nationalité ils sont. On a aujourd'hui, effectivement, vous l'avez rappelé, environ 600, 700 personnes qui sont, dont on ne connaît pas la nationalité. 686 précisément, c'est ce que je dis, voilà. Gérald Darmanin. Donc il faut améliorer, donc il faut simplifier, donc il faut décloisonner aujourd'hui les services de l'État entre eux pour être plus efficaces. Mardi soir, Jean-Noël Barrot a décidé d'aller rompre le jeûne du Ramadan à la grande mosquée de Paris, alors que Bruno Retailleau avait refusé cette invitation. Mauvais timing, proximité forte de la grande mosquée avec le régime algérien. Sur Europe 1, le soir même, Aurore Berger découvrait cette présence du ministre des Affaires étrangères et réprouvait sa présence à cette mosquée. Quelques jours plus tard, sur CNews Europe 1, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe disait « Il est temps que la France dise à l'Algérie « ça suffit ». Et alors qu'on apprenait jeudi que Boualem Sansal s'était vu requérir 10 ans de prison dans un procès que son avocat français a qualifié de procès fantôme, Emmanuel Macron, ce matin dans le JDD, dit « Je fais confiance au président Tebboune », après que le président Tebboune a dit « Moi, je vais régler les problèmes avec Emmanuel Macron ». Est-ce que c'est ça le cœur du problème ? Est-ce que c'est ça le fait que les Français disent, ils sont 65% à dire « Il faut que la France parle plus fort à l'Algérie ». Sondage CSA pour JDD, Europe 1 et CNews. Est-ce que la vraie raison, c'est qu'il y a le cas Boualem Sansal, une grâce peut-être éventuelle, hypothétique, qui existerait du président Tebboune, et un dialogue entre deux présidents, et c'est pour cela qu'on marche sur des œufs? Écoutez, la première chose que je veux dire là-dessus, c'est que nous sommes extrêmement déterminés. Le gouvernement est extrêmement déterminé et contrairement à ce que j'entends ou ce que je lis partout, il n'y a pas d'écart de vue entre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble du gouvernement. Nous sommes déterminés à retrouver avec l'Algérie des relations qui sont des relations normales, qui sont dans le droit international et qui respectent le droit international. Alors par quoi ça passe par évidemment une expression très forte du ministre de l'Intérieur qui a deux raisons de s'exprimer. La première, c'est qu'il souhaite que les OQTF que l'on présente en fait en Algérie soient repris, que les personnes qui doivent être reprises dans le cadre du droit international par l'Algérie le soient. 60 ont été refusés par le gouvernement algérien. Voilà, donc c'est un dysfonctionnement du droit international et là-dessus, le ministre de l'Intérieur veut évidemment arriver à ses fins. Et la deuxième chose qui le touche presque personnellement, c'est le cas de Boualem Sansal, sur lequel, évidemment, nous sommes extrêmement attentifs. Et Jean-Noël Barrot, il fait quoi en allant à la mosquée ? Il essaye de faire de la diplomatie. De l'autre côté, il y a la mission à la fois du ministre des Affaires étrangères sous l'autorité du Premier ministre et du président de la République, qui est responsable de toute la partie internationale, de toute la politique internationale, et qui sont des missions qui sont de garder langue et d'être à la fois déterminé, mais de garder langue. Vous ne pouvez pas trouver de solution avec l'Algérie si vous ne parlez pas à l'Algérie. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. Moi, j'ai entendu ce matin que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents. C'est un bon signal. Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, est l'invitée du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, avec Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. On parlait du dossier algérien, avec au centre, évidemment, le cas de Boualem Sansal, auquel on pense tous les jours. Pas seulement ici, mais en particulier ici, sur nos antennes, sur Europe 1, sur CNews, on en parle. On a cette marche de soutien par son comité sur Europe 1 ce matin. Jean-Christophe Ruffin en parlait encore, cette marche de soutien mardi pour la libération, bien sûr, de Boualem Sansal. Je reviens juste quelques instants en arrière sur ce qu'on s'est dit, Sophie Primas. Vous êtes passée très rapidement en disant il n'y a qu'une ligne au gouvernement. Ça, on l'entend depuis plusieurs semaines. En réalité, Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau, ne serait-ce que sur le petit épisode de la mosquée de Paris, où tous les ministres de l'Intérieur, traditionnellement, ont fait l'iftar, ont fait la rupture du jeûne du Ramadan. Le premier qui refuse parce qu'il y a un mauvais timing avec Alger, c'est Bruno Retailleau. Et qui va à sa place, entre guillemets, c'est Jean-Noël Barrot. Pour faire quoi ? Pour faire de la diplomatie, parce qu'il a eu, je ne sais pas, un coup de fil d'Emmanuel Macron qui lui a dit « Écoute, je suis en train de négocier avec Tebboune la libération de Boualem Sansal, donc il faudrait bien que tu fasses un petit peu de politique là-bas. On ne peut pas ne pas avoir un membre du gouvernement. » Il y a quand même
Et Mathieu en parlait tout à l'heure, friction entre les différents membres du gouvernement sur ce dossier algérien. Je pense que chacun est dans son rôle. Bruno Retailleau a choisi de ne pas aller à la Grande Mosquée. Ça vous a surpris ? C'est sa liberté. Non, parce que par ailleurs, il a reçu les organisations musulmanes dans son ministère et il a un dialogue qui est un dialogue très apaisé. Il a organisé l'arrivée des imams pour le ramadan, leur départ, etc. Donc il a des relations assez apaisées avec les organisations. Sur ce cas-là, il n'a pas souhaité aller effectivement rompre le jeûne à la Grande Mosquée de Paris. Jean-Noël Barrot ? C'est son choix. Et Jean-Noël Barrot, il est dans son rôle de diplomatie, il est dans son rôle de négociation internationale. C'est son rôle. Ils ont des rôles totalement différents, qui sont des rôles complémentaires. Et on ne peut pas envisager les relations avec un pays, que ce soit l'Algérie ou que ce soit n'importe quel autre pays, autrement. Il y a eu des volontés. La volonté de Bruno Retailleau, c'est la sécurité des Français. Et donc, lui, il a des impératifs sur le territoire. Jean-Noël Barrot, il a une mission de diplomatie, il l'exerce. Mathieu, mais cela dit, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un contraste des lectures au gouvernement par rapport à l'Algérie. D'un côté, Bruno Retailleau n'est pas loin de dire que l'Algérie se comporte comme un régime hostile à la France aujourd'hui. Je ne suis pas certain que Jean-Noël Barrot dise la même chose. Alors, qu'en dites-vous ? L'Algérie est un régime hostile à la France aujourd'hui ? Et M. Bayrou a repris M. Ciotti en disant qu'on ne pouvait pas parler d'État voyou. Mais je laisse le Premier ministre, effectivement, et puis M. Ciotti a ses déclarations. Mais ce qui est vrai, c'est que les signaux que nous envoie l'Algérie depuis plusieurs mois maintenant ne sont pas des signaux de grande amitié. Vous interrogez les entreprises françaises qui sont installées en Algérie, elles ont beaucoup de difficultés, y compris dans le financement, y compris dans leur présence locale. Quand on remet un couplet anti-français dans l'hymne algérien, en demandant qu'il soit chanté ou lu à certaines occasions, ce n'est pas un signal d'apaisement du côté algérien. Quand on veut rompre entre les Sénats algériens et français les relations avec quelqu'un d'aussi consensuel et diplomatique que le président Larcher, ce ne sont pas des signaux amicaux. Néanmoins, Jean-Noël Barrot, son devoir, c'est de créer des conditions d'un dialogue et d'un retour à la normale par la diplomatie. Bon. Donc on peut être déterminé. Oui. Ferme et avoir une diplomatie qui fonctionne. Et on peut aimer la musique concrète au gouvernement, on aime bien les dissonances, la musique de Pierre-Henry, les différentes... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Gouvernement d'assemblage. Gouvernement d'assemblage. Des polyphonies. Mais oui, mais parce que dans un moment politique... Non, mais c'est déstabilisant pour les Français, Mais ce qui est déstabilisant pour les Français, c'est de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Et oui, ça, c'est à qui la faute ? Et ça, c'est aux Français. Comment ça, aux Français ? C'est la volonté. C'est les Français qui ont fait la dissolution ? C'est les Français qui ont fait. Alors, le président de la République a fait une dissolution, mais les Français sont comptables de leur vote. Et moi, je respecte leur vote. Si les Français ont voulu cette Assemblée nationale... Et si on avait demandé aux Français s'ils avaient voulu une dissolution, ils auraient dit quoi ? Il faut le respecter. Ah, mais ça, c'est la prérogative du président de la République. Ah, ben voilà. Moi-même, j'ai été surprise. Voilà. Moi-même, je ne peux ne pas partager cette décision, mais ça n'a rien. Clair. Mais oui, mais c'est clair. Je n'ai pas compris cette dissolution. Je pense qu'elle a eu des effets négatifs, et je pense même, si vous voulez que j'aille au bout de mon raisonnement, qu'on ne fait jamais une dissolution après des résultats d'élections européennes, qui sont toujours pour les Français, malheureusement, un défouloir à mécontentement. Donc, je pense que cette dissolution a été une erreur. Néanmoins, il y a eu des élections. Il faut respecter ce que les Français ont voté. Et ce qu'ils ont voté, c'est pas de majorité à l'Assemblée nationale. Christophe Jacubizzi. Alors justement, magnifique transition. Merci Pierre, sur la politique, l'économique et le social, puisque vous êtes un gouvernement de 100 jours, un gouvernement sans majorité, vous l'avez rappelé en début d'émission. Et pour assurer votre longévité, il y avait une sorte de pacte de non-agression avec les socialistes qui était, on remet tout sur la table sur les retraites, on organise un fameux conclave. Or, cette semaine, patatras, François Bayrou explique que dans ce conclave, on ne peut pas parler de tout, on ne peut surtout pas parler de la borne des 64 ans, 63 ans, 62 ans. Est-ce que le contrat de non-agression, notamment avec les socialistes, est rompu ? Si je peux me permettre, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le Premier ministre. Le Premier ministre a dit, à la lecture du rapport de la Cour des comptes, à la lecture de l'effet budgétaire que cela aurait de revenir à 63 ans ou à 62 ans, je ne vois pas comment on peut toucher l'âge de la retraite. Voilà ce que dit le Premier ministre. Il ne s'immisce pas dans la sémantique. Ça, non, c'est pas de la sémantique, parce qu'en réalité, le contrat n'a jamais changé. Il a dit aux organisations patronales, salariales, il a dit aux partenaires qu'ils avaient carte blanche.
mais que la seule, et ça c'est ça qui est important, que la seule chose qu'il demandait et qu'il exigeait au bout, c'était la réduction des déficits. Bon, une fois qu'il a dit ça, il a le droit de dire que lui, à la lecture des chiffres qu'il a, ça lui semble difficile. C'est quand même la fable du corbeau et le renard. François Bayrou est le corbeau, il lâche le fromage. Reste à savoir qui est le renard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des câbles qui nous disent « Ah, mais peut-être que Sophie Binet lui a dit qu'elle quitterait de toute façon le conclave. » Est-ce que c'est une façon de dire « Bon, je lâche le morceau et je dis, c'est le cas de le dire, et je dis que finalement, on ne peut pas revenir à 62 ans ». Est-ce que c'est la crainte d'Olivier Faure? Il y avait des câbles aussi sur Olivier Faure, Christophe également, je crois. Non, l'idée, c'est que François Bayrou ne s'est pas dit de toute façon, les socialistes ne bougeront pas, donc je peux leur faire avaler n'importe quoi, y compris la non-négociation sur l'âge de départ. C'est la première fois qu'on donne aux partenaires sociaux cette responsabilité. Mais ils sont tous partis, à part la CFDT et le MEDEF. Mais et la CPME. Et la CPME. Et la CPME et d'autres. Non, ils sont 3. Non, ils sont 5. Non, ils sont 5. Il n'y a plus la CGT. Et donc, c'est la première fois qu'on donne cette responsabilité aux partenaires sociaux. Alors là aussi, c'est disruptif, pardonnez-moi ce terme, mais on n'a pas l'habitude. Personne n'a l'habitude de cela. Et d'ailleurs, j'entends des futurs candidats aux élections présidentielles qui indiquent que même la gestion des retraites privées serait donnée aux partenaires sociaux. Eh bien, commençons. Donc, on a donné des règles du jeu. Le Premier ministre a envoyé une lettre qui est toujours d'actualité, qui dit « Faites ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est la réduction des déficits, la réduction totale des déficits, parce que ça assure quoi? C'est pas pour se faire plaisir, c'est parce que ça assure la pérennité du système de retraite. » Donc, le Premier ministre s'est exprimé à la lecture de la Cour des comptes en disant « Je ne vois pas comment on pourrait revenir à 62 ans, mais en réalité, les partenaires sociaux ont la main. » Et vous croyez que les socialistes, globalement, vont interpréter ça non pas comme une fin de non-recevoir, mais comme un dialogue qui se poursuit? Écoutez, les socialistes, non, c'est pas ce qu'ils interprètent. Ils interprètent ça comme une fin de non-recevoir. Moi, je pense qu'ils ont tort et qu'ils devraient faire confiance et qu'ils devraient... Je suis un peu estomaquée par la position des socialistes. Ils devraient être hyper heureux qu'on mette les partenaires sociaux autour de la table. C'est ce qu'ils ont demandé pendant des années. D'ailleurs, ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Mais ça ne sert à rien si c'est pour ne pas aboutir à une retraite à l'âge de départ de 62 ans. C'est ce qu'ils veulent depuis le début. Mais il y a beaucoup de modalités à améliorer dans la réforme des retraites qui a été votée sous la responsabilité d'Elisabeth Borne. Ça aussi, c'est des sujets, la pénibilité, les carrières hachées, les carrières des femmes. Madame Prima, on est tous d'accord, je pense, autour de ce plateau, que de toute façon, revenir à l'âge de départ de 62 ans, c'est strictement impossible. Tout le monde le sait, on a l'impression d'être dans une sorte de nuage, dans une sorte de mensonge collectif, et on fait croire que les socialistes eux-mêmes pourraient croire qu'on pourrait revenir à l'âge de 62 ans. C'est quand même particulier. Moi, j'appelle tout le monde, et j'appelle y compris les socialistes. Notamment, Marisol Touraine avait mené une réforme des retraites qui menait à l'augmentation du temps de travail et de l'âge de la retraite. J'appelle les socialistes à la responsabilité et donc je les appelle à continuer avec les organisations salariales à travailler sur cette question des retraites. C'est trop important. On joue la pérennité des retraites. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On joue cette pérennité des retraites pour les générations suivantes. Donc il faut être sérieux, il faut continuer à négocier et il faut continuer à apporter sa pierre. Christophe Jacobizzi. Les nuages s'accumulent sur l'économie mondiale avec les mesures douanières de guerre commerciale du président américain qui a répliqué à la réplique de l'Europe par des taxes à 200% sur tous nos viticulteurs. Pas encore. Qui a menacé de le faire. Voilà. 200%, ça veut dire que c'est, je crois, 400 000 emplois, 4 milliards d'euros d'exportation d'Europe vers les États-Unis qui sont menacés. Qu'est-ce qu'on fait? On franchit une menace supplémentaire? On réenchérit aussi? Personne n'a intérêt à cette guerre commerciale. Vous le savez très bien, vous êtes un fin économiste. Personne n'a intérêt. D'ailleurs, les organisations, enfin les observateurs économiques américains ont rabaissé le niveau de croissance des États-Unis de 0,4 points tout à fait et les marchés financiers récemment. Les marchés financiers sont en train de décrocher. Il y a ce qu'on appelle la Trumpflation qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire l'inflation pour les consommateurs et pour les entreprises aussi, des problèmes de productivité qui vont se traduire par des problèmes d'emploi aux États-Unis. Personne n'a intérêt à cette guerre commerciale. Maintenant, si M. Trump, le président Trump, veut nous l'imposer, nous ne pouvons pas rester les bras ballants à nous laisser faire. Donc, nous avons réactivé, depuis que les taxes douanières sur l'acier et l'aluminium sont réactivées, nous sommes en train de réactiver une partie des taxes qui étaient déjà activées lorsque le président Trump était à son premier mandat. Nous sommes en train de déterminer... Avec une certaine maladresse, d'avoir mis le Bourbon, notamment américain, dans la liste, et donc d'avoir
entraîner la réaction des Américains sur les vins spiritueux. Voilà, tout ça n'est pas encore déterminé. Vous savez qu'on a repoussé... La consommation de Bourbon en Europe, on a repoussé de 15 jours la détermination de cette liste, puisqu'elle est en train d'être négociée et travaillée au niveau de l'Union européenne. On va la modifier, donc. On a repris 15 jours, donc il y a des choses qui vont rentrer, il y a des choses qui vont sortir probablement. Donc on est en phase de négociation. Et puis il y aura une deuxième salve si nécessaire. Donc nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire, mais nous sommes là aussi dans une phase de négociation avec les États-Unis, aussi difficile que soient les négociations avec les États-Unis. Et je voudrais juste dire, pardonnez-moi, que lorsque j'étais ministre du Commerce extérieur, j'ai négocié et j'ai rencontré mon homologue américaine qui était démocrate. C'était pas une partie de plaisir déjà. Oui, ça on a souvent dit qu'au Trump 1, ensuite on est passé à Biden. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va continuer à parler de Donald Trump. Juste une dernière petite question. Parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous craignez une censure du gouvernement Bayrou ? On est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien, y compris initié par la gauche modérée que sont les socialistes, qui pourraient s'allier ensuite à LFI et au RN. Vous savez, moi quand j'ai vu le président Hollande assis dans l'Assemblée nationale voter la censure de Michel Barnier, je me suis dit, mais quel est ce sens de responsabilité ? De faire tomber un gouvernement au début du mois de décembre, enfin au milieu du mois de décembre, alors qu'on n'a pas de budget pour la France, c'était pour moi une stupéfaction. Donc on est à l'abri de rien. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. On va parler de Trump, de la guerre en Ukraine, mais avant une question de Christophe Jacubizine. Évidemment une question d'économie, forcément. Le PDG d'EDF, Luc Rémont, a été débarqué manu militari quasiment par le président de la République vendredi. Qu'est-ce que vous lui reprochiez au PDG d'EDF ? Je sais que les industriels lui reprochaient de vendre l'électricité trop chère. Certains l'accusaient de fomenter de vendre beaucoup trop cher l'électricité nucléaire. Mais il faut bien que quelqu'un paye cette électricité. Il faut bien que quelqu'un finance les futurs EPR. Qui va payer ? Est-ce que c'est vous, l'État, le gouvernement ? Est-ce que c'est les Français avec leurs impôts ? C'est quoi ? Comment vous sortez de cette équation ? Alors, nous, le gouvernement et les Français, c'est pareil, en fait. C'est la même poche, si je peux me permettre. Non, je pense d'abord, moi, je voudrais saluer le travail qui a été fait par Luc Rémont. Ça, c'est ce qu'on dit quand on a viré quelqu'un. Non, parce que moi, je le connais à titre personnel, Luc Rémont. Non, généralement, dans les entreprises, quand on vire quelqu'un, on dit « j'ai beaucoup de respect pour celui qu'on est en train de virer ». J'étais présidente de la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été proposé par le président de la République. À un moment, je vous le rappelle, où EDF était en très, très grande difficulté, où on délivrait rien du tout. Les centrales n'ouvrait pas et on n'avait pas de plan sur les EPR et pas de plan de redressement des finances d'EDF. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis Luc Rémont a travaillé, il a beaucoup travaillé dans le redressement d'EDF, dans sa réorganisation et ça doit être salué. Maintenant, il y a effectivement une mésentente, on va dire, entre le gouvernement et la vision qu'avait Luc Rémont pour EDF, qui vient effectivement de la façon dont on va financer les investissements devant lesquels, on dit souvent un mur d'investissement devant lequel se trouve EDF, parce qu'il y a effectivement les EPR, et vous savez que nous devons construire 6 EPR, ça va être dans la loi de programmation de l'énergie, mais nous avons aussi la question des barrages, sur lesquels il faut investir lourdement. Donc, bon, il y a des dissonances, il y a des incompatibilités, il y a aussi la réaction très très forte des industriels qui ne comprennent pas effectivement pourquoi on n'arrive pas plus vite à faire des accords de long terme avec EDF, pourquoi ce niveau d'électricité est élevé. Maintenant, vous avez raison, il faut bien voir qu'EDF est face à un mur d'investissement et qu'il va falloir payer en fait cette électricité, ces investissements. Et donc c'est cette équation-là que le prochain patron d'EDF va devoir résoudre. Bernard Fontana. Voilà. A priori, on ne sait toujours pas qui va payer. Il faut la vie. Eh ben, écoutez, on regardera la. Là, vous avez fait une longue phrase, mais en fait, on ne sait toujours pas qui va payer. Ben non, parce que ça sera la stratégie qui sera mise en place par M. Fontana, si c'est lui qui est confirmé par le Parlement. Donc, M. Fontana fait une stratégie et ensuite, quelqu'un approuve quand même. Ah ben, je pense qu'il va la faire avec le gouvernement et Marc Ferracci sera évidemment de la discussion. Bon. Eh ben, on les invitera à ce moment-là. Voilà, on va parler de Donald Trump et de la guerre en Ukraine. Est-ce que on a entendu François Hollande dire qu'il n'était plus un allié mais un partenaire ? Ça, c'est une question importante vis-à-vis de l'OTAN aussi. Est-ce que Trump est considéré comme le facilitateur d'une paix en Ukraine, même si c'est au prix d'une normalisation avec la Russie et des concessions de territoire ukrainiens ? Ou est-ce que Trump est simplement un opportuniste aux yeux du gouvernement français et veut tout simplement un retour sur investissement en bons américains ? Un peu des deux.
Probablement, un peu des deux. Je pense que la volonté qui avait été affirmée pendant sa campagne du candidat Trump, puis du président Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine, bon, très bien, nous aussi, on veut la paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous saluez ce volontarisme ? Pour plusieurs raisons. Je salue le fait qu'ils mettent la paix au cœur de son action. En 3 mois, alors que nous, ça fait 3 ans qu'on essaye. Bah écoutez, le président, mais la façon dont il rentre avec la Russie et dans les discussions avec la Russie et dans les discussions avec l'Ukraine est opportuniste et probablement transactionnelle. Trop audacieuse. Le président, il va trop loin avec Poutine. Non. Alors la question majeure avec le président Trump, c'est comment il associe l'Ukraine elle-même dans les négociations de paix et comment il associe l'Union européenne. Parce que pour nous, c'est une question de sécurité, c'est une question de principe quant à l'Ukraine. Il ne faut pas oublier que les Russes sont les agresseurs, voilà, que l'Ukraine est l'agressée. Trump l'oublie ? Probablement, un peu. Et donc, la question de l'intégrité de son territoire, la question de sa liberté et la question de la sécurité européenne doivent être au cœur des négociations. Donc, c'est cela en quoi je dis que probablement le président Trump est opportuniste et transactionnel. Alors, la question de l'Ukraine en est une. Il y a aussi la question de la prochaine étape. D'ailleurs, le gouvernement plaide pour le fameux réarmement. Oui. Est-ce que pour vous, la prochaine étape dans les rapports avec la Russie, ce sont les pays baltes, tout simplement? C'est-à-dire le test que pourrait infliger Poutine à l'OTAN en disant « Regardez, je m'en empare et de toute façon... » vous ne les défendrez pas. Est-ce que pour vous, il y a un test balte dans les prochaines années? Je pense que si nous ne trouvons pas des conditions de paix durables, le président de la République insiste beaucoup sur cette question de durabilité de la paix. Il faut des conditions de durabilité. Il faut être sûr qu'on ne nous refait pas les accords de Minsk. Et donc, effectivement, les pays baltes, mais aussi d'autres pays, peuvent être les prochaines victimes si on n'assure pas une paix durable, c'est-à-dire une paix contrôlée dans laquelle on est sûr qu'effectivement la Russie n'aura pas d'autres objectifs. Donc nous devons être ni surenchéristes, si je peux dire, ni naïfs par rapport à la Russie, et nous devons être forts. C'est pour ça qu'on prêche le réarmement. Parce que vous dites ni surenchéristes, qu'entendez-vous par là? Que voudrait dire la surenchère? La surenchère serait d'être hyper demandeur. Il faut demander beaucoup pour obtenir le juste équilibre dans l'acquisition de la paix durable. Une paix durable, une paix dans laquelle l'Union européenne peut avoir un rôle de garant de cette paix et peut prendre différentes formes. Ça ne veut pas dire avoir des troupes forcément prêtes à l'action à la frontière. Ça peut être une présence... dans le milieu aérien, ça peut être une présence permanente, une présence temporaire, tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert. Mais quand le président de la République disait dans son allocution, il y a peut-être 2 semaines et demie, il dit « La Russie fait un effort d'armement considérable, on voit les chars russes se multiplier ». C'est vrai. Donc, est-ce que ça, ce n'était pas pour vous une logique de surenchère? Non, c'est la réalité. Je pense qu'il n'y a pas de surenchère quand on dit qu'il y a une menace russe. Et d'ailleurs, cette menace russe, elle n'est pas uniquement une question d'armée, d'armement et de capacité. C'est dans ses relations aussi avec la Corée du Nord, par exemple. C'est quand même extrêmement inquiétant que des combattants de Corée du Nord viennent sur le territoire ukrainien, donc aux portes de l'Europe, combattre contre l'Ukraine. Donc il y a ces questions-là. Il y a les questions de cybersécurité, les conditions de cyberattaque. Il y a les conditions d'influence sur l'information, sur les processus démocratiques dans les pays européens. Donc tout ça, c'est une menace. Il faut qu'on ne soit pas naïf. Vous parlez des élections européennes, les élections présidentielles en Roumanie notamment. Par exemple. Monsieur Jacobizine. On sent les Français très inquiets, légitimement, ou comme peut-être effectivement le dit Mathieu, excessivement. Comment on gère une opinion publique face à une menace réelle et en même temps... Parfois, on entend des gens qui disent « mais c'est exagéré, en fait, on nous fait peur de manière exagérée » et donc une tentation du pacifisme et du repli. Comment on gère cette situation très compliquée? C'est difficile parce qu'en fait, dans l'esprit des Français, la guerre n'est pas une possibilité depuis plusieurs générations. Mais elle le devient, là. Moi, je suis née en 1962, juste après les accords d'Évian, et donc, en réalité, je n'ai jamais connu la France en guerre ouverte. Bien sûr, il y a eu d'autres guerres extérieures. Est-ce que c'est ce qui conduit Marine Le Pen à dire que la menace numéro 1, c'est pas la guerre Ukraine-Russie, c'est l'islamisme radical? Mais c'est 2 menaces différentes, en fait. Il ne faut pas les opposer. En fait, il y a l'une et l'autre, malheureusement, d'ailleurs. Il y a des priorités pour un gouvernement. Et le réarmement, le fait d'avoir une Union européenne forte, une défense forte et une France forte, ce sont les conditions d'une paix de tous les points. Est-ce que vous diriez que Donald Trump, dans sa façon d'agir, très rapide, le fait d'arriver à la Maison-Blanche, ça a été
sorte de coup de taser à l'Europe et qui l'a fait justement réarmer. Est-ce que s'il n'était pas arrivé avec ces différentes contradictions, avec ces déclarations à l'emporte-pièce, y compris sur le Groenland et sur le canal de Panama, est-ce que les Français seraient restés comme ça et puis l'Europe de la défense serait encore un dossier quelque part sous une pile d'autres dossiers? Alors je ne ferai pas ici l'apologie du président Trump. Ce sont des méthodes qui ne sont pas les méthodes que moi je préconise. Mais en réalité, il a accéléré le mouvement. Le combat qui était le combat de la France, génération après génération, pas que ce gouvernement-là ou pas que ce président-là, nous disions à l'Union européenne, il faut se réarmer, il faut avoir des capacités qui soient des capacités de se défendre. Le réarmement de l'Europe est important. On ne peut pas uniquement se reposer sur la France ou sur l'Italie ou sur la Pologne. Et il faut persuader les pays qui étaient très atlantistes de construire cette défense européenne. Même si l'OTAN existe toujours. N'est plus en mort cérébrale, comme le disait Emmanuel Macron en 2019. Mais l'OTAN existe toujours, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est l'Union européenne et sa capacité à se défendre. Merci Sophie Primas, très bon dimanche sur CNews et sur Europe.